m'appelle Pascal Plantard. Je vais surtout intervenir auprès de vous parce que j'ai un parcours assez particulier. C'est que je suis éducateur spécialisé de formation initiale. Il s'avère que j'ai fini ma formation à l'Université de Montréal et que dans les couloirs de l'Université de Montréal, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé un stage au MIT, ce qui est quand même assez rare chez les éducateurs, voire chez les enseignants, et que cette personne, c'est Seymour Papert. Alors, j'essaye de regarder la couleur des cheveux. Certains d'entre vous ont vécu le plan informatique pour tous de 1986. Est-ce que Logo, ça vous dit quelque chose? Eh bien, Seymour Papert, c'est le père de Logo. Et j'étais un jeune et sémillant, barbu, chevelu. Tiens, j'ai pas dû changer beaucoup là-dessus. Bon. Donc, c'était juste pour vous faire une petite présentation du personnage. Nous avons une pépite en Bretagne. Cette pépite en Bretagne, ça s'appelle le GIS Marsouin. C'est le plus gros réseau de recherche sur les usages des technologies en Europe, puisque nos collègues de l'Oxford Internet Institute sont en difficulté avec le Brexit. C'est quand même pas notre problème non plus. Qui regroupe, donc, vous voyez, les 4 universités bretonnes. On s'est associé aux collègues de Pays de la Loire. C'est 18 labos. Pour faire simple, on cherche à comprendre la transformation numérique de la société du point de vue des sciences humaines et sociales. Et en gros, ça fait 200 chercheurs seniors. Senior, ça veut dire qui est payé à la fin du mois. Et 200, qui est payé correctement, on va dire. Et 200 chercheurs juniors. Ils sont payés aussi, mais un peu moins cher. C'est les doctorants, les post-doctorants, les étudiants que nous mobilisons beaucoup. Vous voyez une petite infographie sur nos différents sujets. Pour l'éducation et la formation, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est au moins 10 ans de recherche sur les sujets éducation et formation auxquels nous articulons les sujets sociaux, puisqu'on s'est rendu compte que finalement la question de l'origine sociale des familles et de l'origine sociale des enfants était déterminante sur ces questions d'accès ou non, d'usage ou non des technologies numériques. Je vous passe les titres, etc. Je veux juste vous dire qu'on a été soutenu au départ avec des petits projets en milliers d'euros où on a mis des stagiaires, etc. Et que sur les 4 dernières années, on a obtenu tous les programmes d'investissement d'avenir éducatif, que ce soit dans le scolaire ou dans le supérieur. Donc on va dire que globalement, comme il y a un peu de Bretagne bashing un peu régulièrement, on va dire on a quand même de belles choses à faire ici. Pour la petite histoire, j'étais en conférence hier à Paris à Educatis et je l'ai rappelé au ministre. Il ne faut pas déconner non plus. Le titre de la conférence, c'est sur les questions des effets. J'ai voulu éviter le terme d'impact parce que impact, c'est mécanique et ce sont plutôt des effets et c'est plutôt systémique. L'intelligence artificielle, comme ça a été pas mal développé, je vais un peu travailler dessus. Mais je vais aussi revenir sur le champ général qui est la question du numérique et vous parler pas mal d'école et d'apprentissage des savoirs. Avant de parler de ça, il faut absolument qu'on soit d'accord sur le vocabulaire parce que dans ce domaine, il y a énormément d'imaginaire, de représentation, d'allant de soi. Donc je vais vous proposer quelques définitions. Je vais faire à la fois mon prof et mon anthropo, qui sont des définitions sur lesquelles, bien évidemment, on pourra débattre à la fin, mais elles sont importantes. Alors, pourquoi convoquer l'anthropologie lorsqu'il s'agit des usages? La première chose, c'est la question de la profondeur historique. Aujourd'hui, dans notre période de dématérialisation totale, on a des travaux de recherche qui sont en train de démontrer que dans les familles modestes, le mail est vécu comme une agression de l'administration. Le mail est vécu comme quelque chose de très, très, très violent. Je suis en train de vous parler de la dématérialisation globale, de l'accès à tous les portails, etc., etc. Le mail a été inventé en 1971 par Ray Tomlinson. Vous voyez, c'est quand même un peu hier, quoi, ou moins avant-hier. Et moi, j'ai un mail depuis 1994. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est que si on imagine qu'une technologie s'impose à nous parce qu'elle arrive, on parlera de l'intelligence artificielle, parce qu'elle arrive dans un moment historique, on oublie de dire que nous avons chacun une histoire avec cette technologie et que notre représentation, notre capacité d'appropriation et les usages qu'on va déployer, merci,
déployer va dépendre de notre histoire. Et cette histoire avec la technologie, elle est aussi liée à deux dimensions, une dimension imaginaire et une dimension symbolique. Alors, dimension symbolique, bon, imaginaire, je pense que vous voyez de quoi on parle. Je reviendrai sur la littérature, en particulier sur l'intelligence artificielle, sur le cinéma, etc. Mais la dimension symbolique, ça peut être un petit peu compliqué. Alors, comme ça peut être un peu compliqué, je vous propose une petite vidéo. Puis, on fera des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de TSF bijoux. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle. Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que... Et je ne parle pas du feuilleton. Il était devant elle était devant lui. Ils étaient l'un devant l'autre, heureux de se sentir émus, émus de se sentir heureux. La télévision sera pour tous un besoin plus impérieux encore qu'aujourd'hui le cinéma ou la radio. Toutes les voitures seront munies d'un poste récepteur. Espérons qu'il n'y aura pas souvent de mauvaises nouvelles susceptibles d'affoler les conducteurs impressionnables. Écoutez maintenant notre rubrique de faits divers. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, jour sanglant pour les automobilistes. On nous signale le 124e accident de la journée. Allô, allô, rectification. C'est 125 accidents d'automobile et non 124 qui ont eu lieu depuis ce matin. Et la petite provinciale romantique n'aura pas besoin de venir à Paris pour y rencontrer son idole. Elle l'aura sur sa table de nuit. Personne n'y échappera. Et les ministres de demain, au lieu d'être choisis comme ceux d'aujourd'hui pour leur valeur, leur intelligence, leur dévouement à la cause publique, seront choisis pour la séduction de leur sourire et le velouté de leurs yeux. Le pays, je le dis comme je le pense, mes chers concitoyens, à droite à la vérité. Nous sommes à un tournant de notre histoire. L'époque est cruciale et toutes ces questions doivent être reconsidérées. Citoyens, Oh, dis, maman, c'est à ce parti-là que je vais adhérer. Actuellement, nous sommes empoisonnés par les gens qui laissent crier leur TSF, qui nous réveillent avec des marches héroïques. Ou qui, tandis que nous travaillons, nous assomment avec des comptes rendus sportifs. Qui le passe à Fernand, qui le passe à Isidore, qui le passe à Jules, qui le passe à Alfred. L'arrière gauche s'approche de l'avant droit et lui décoche sur la poitrine un uppercut magistral. L'arbitre compte jusqu'à 8. À 11, le Belge Manneken-Pis remonte sur sa bicyclette. Mais que sera et la course demain avec la télévision? Il y aura, comme aujourd'hui, des gens mal éduqués. Mais cette fois, ils laisseront crier les images. Un tour de bouton de trop, un caprice de l'appareil, et l'image traversera les murs, ira se promener chez le voisin. Qu'as-tu, chérie? Regarde. On trouvera un match de boxe dans la soupière. Et quand vous lirez paisiblement au lit, un reportage mal aiguillé fera danser une bohémienne sur votre édredon. Cyprien, je te défends de caresser les images. Vous dira votre femme. Et vous vous assoupirez en songeant aux temps heureux où la télévision sera en relief. Car vous avez soif de progrès. Je ne fais pas durer le suspense, parce que d'habitude, j'ai un petit scénario sur mais qui a pu réaliser cette chose-là, puisque vous l'avez vu tout à l'heure. Il s'agit d'une fiction de 1947 sur un scénario de René Barjavel. Pour ceux qui ne connaissent pas René Barjavel, c'est l'un des 3 grands auteurs de science-fiction français.
Pourquoi elle nous intéresse? Parce qu'il y a tout l'Internet là-dedans, y compris les dimensions médiatiques, y compris le GPS, y compris à la fin YouPorn avec cette bohémienne qui va sur le lit de Cyprien, le pauvre homme, enfin, voilà. Vous voyez que cette vidéo, enfin ce film, contient ce qui va arriver 40 ans après, et le processus qui va nous permettre de comprendre ça, c'est ce qu'on appelle une utopie filée. Et qu'est-ce que c'est qu'une utopie filée? Barjavel, comme d'autres auteurs, je pense à Asimov, Jules Verne aussi, étaient des auteurs qui lisaient la science et la technologie de l'époque et qui, à partir du média de l'époque, vont tirer cette espèce d'utopie-là. Et en général, ça tombe quand même assez juste. Barjavel ne va pas finalement utiliser comme média l'extension de la télévision. Je vous rappelle qu'à l'époque, la télévision, elle était dans la Tour Eiffel et dans quelques appartements du 16e arrondissement de Paris. Mais en fait, il va se projeter de l'usage de la radio, on est à la sortie de la guerre, de l'usage de la radio avec toute cette charge symbolique, Radio Londres, Radio Paris est allemande, etc., sur une technologie naissante, et ça donne l'Internet. Donc ce que je suis en train de vous raconter, c'est que finalement, les technologies que l'on appelle nouvelles technologies depuis des années et des années sont millénaires, elles sont occidentales, et une partie de nos réactions sont dans ce registre-là, et c'est ce que nous, on considère comme la dimension symbolique.